Et si je vous disais qu'une simple photographie ancienne pouvait révéler la vie entière d'un enfant qu'on croyait n'avoir jamais existé? En 1909, sur le port de Marseille, des centaines de passagers embarquaient pour l'Algérie, le cœur plein d'espoir et les valises pleines de rêves. Mais parmi eux, caché derrière des caisses, un garçon de 9 ans observait en silence. Personne ne savait qu'il s'était enfui d'un orphelinat de Lyon. Personne ne le voyait, et pourtant il allait survivre d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Des décennies plus tard, une vieille photo retrouvée dans un bâtiment abandonné allait enfin révéler son visage et bouleverser tout ce qu'on croyait savoir sur lui. Restez jusqu'à la fin, car aujourd'hui je vais vous raconter cette histoire dramatisée, inspirée de notre réalité, qui nous rappelle qu'il suffit d'un regard pour sauver une vie. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne. Laissez un j'aime si les histoires humaines vous touchent et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Vos mots et vos histoires personnelles nous aident à continuer à raconter celles qui méritent d'être entendues. Cette photographie a été retrouvée dans une vieille boîte en carton en 1965, dans un orphelinat abandonné de Lyon. Elle montre le port de Marseille en 1909, avec des familles entières embarquant vers l'Algérie, souriant à l'objectif, portant leurs valises et leurs rêves. Mais si vous regardez attentivement le coin inférieur gauche, entre les caisses empilées sur le quai, vous verrez une ombre, une silhouette minuscule, un enfant de 9 ans qui n'aurait jamais dû être là. Son nom était Mathieu Arnaud. Et cette photo allait prouver qu'il avait existé. Mais pour comprendre pourquoi ce garçon se cachait parmi les caisses ce jour-là, nous devons retourner 3 semaines plus tôt, dans un orphelinat sombre de Lyon où la soupe était toujours froide et où les enfants apprenaient très tôt que personne ne viendrait les chercher. Mathieu avait été laissé là en 1908, après la mort de sa mère, une couturière trop pauvre pour laisser autre chose qu'un prénom et une date de naissance incertaine dans les registres municipaux. Les archives de l'orphelinat mentionnent simplement Mathieu Arnaud, né vers 1900, mère décédée de tuberculose, père inconnu. Un parmi tant d'autres. L'enfant ne pleurait jamais. Il observait. Il remarquait comment les prêtres choisissaient certains garçons pour les envoyer travailler dans les colonies. Il entendait les mots terrifiants. Algérie, Tunisie, travail forcé, plantation. Il savait que s'il restait, il disparaîtrait dans un bateau, enchaîné à un destin qu'il ne choisirait pas. Alors, par une nuit de mai 1909, Mathieu vola un morceau de pain dur, quelques sous trouvés dans la cuisine, et s'enfuit. Ses vêtements étaient trop courts, ses chaussures trouées. Il marcha pendant 4 jours jusqu'à Marseille, dormant dans des granges, buvant l'eau des fontaines, invisible aux yeux du monde. Le port de Marseille en 1909 était un tourbillon de langues, d'odeurs et d'espoir. Des centaines de migrants embarquaient chaque semaine vers l'Afrique du Nord, attirés par les promesses de terres fertiles dans l'Algérie française. Le journal Le Petit Marseillais de l'époque rapporte que plus de 2000 personnes partaient chaque mois, fuyant la pauvreté européenne pour un rêve colonial. Mathieu se faufila parmi la foule. Personne ne remarquait un enfant de plus. Il étudiait les navires, cherchant celui où il pourrait se cacher. Le Saint-Laurent, un cargo mixte transportant passagers et marchandises, était amarré au quai principal. Les familles montaient à bord, chargées de mâles et d'enfants. Une mère embrassait son fils. Un père portait sa fille sur ses épaules. Un couple âgé serrait leurs billets comme s'il s'agissait de tickets pour le paradis. Mathieu ressentit quelque chose de violent dans sa poitrine. Ce n'était pas de la faim, c'était pire. C'était l'envie déchirante d'appartenir à quelque chose, d'être l'enfant que quelqu'un cherche dans la foule, d'être attendu quelque part. Mais personne ne l'attendait. Alors, il fit ce que font les invisibles. Il disparut. Pendant que les passagers embarquaient par la passerelle principale, Mathieu se glissa entre les caisses de marchandises qu'on chargeait par l'arrière du navire. Il se cacha derrière des tonneaux de vin et des sacs de grains destinés aux colons. L'espace était étroit, sombre, et sentait le moisi. Mais c'était une cachette parfaite. Un photographe installé sur le quai immortalisait les départs. Les familles posaient, souriaient, agitaient la main.
C'était un moment d'espoir capturé pour l'éternité. Le photographe ajustait son appareil, comptait jusqu'à 3, déclenchait. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'au même instant, entre les caisses empilées sur le quai, un petit garçon le regardait avec des yeux affamés. Mathieu observait ces gens qui partaient vers un avenir, tandis que lui s'enfuyait simplement du passé. Le navire sonna sa corne. Les amarres furent larguées. Le Saint-Laurent commença à s'éloigner lentement du port. Sur le pont supérieur, les passagers agitaient des mouchoirs. Dans les entrailles du navire, Mathieu serrait son morceau de pain et tremblait. Il ne savait pas encore qu'il venait de commencer un voyage qui durerait 56 ans. Il ne savait pas que ce départ clandestin le transformerait en fantôme vivant. Il ne savait pas qu'un jour, cette photographie prouverait qu'il avait toujours été là, même quand personne ne le voyait. Les côtes françaises disparurent à l'horizon. Mathieu ferma les yeux. Pour la première fois de sa vie, il n'appartenait à personne. Et d'une certaine manière tordue, cela ressemblait presque à la liberté. Mais la mer Méditerranée en mai peut être cruelle. Et le garçon invisible allait découvrir que disparaître ne suffit pas pour survivre. Les 3 premiers jours furent un enfer silencieux. Mathieu se cachait entre les caisses, ne sortant que la nuit pour boire l'eau de pluie qui s'accumulait sur le pont inférieur. Il avait terminé son pain le premier jour. Le deuxième jour, il trouva des restes de pommes pourries près des cuisines. Le troisième jour, il ne trouva rien. La faim était supportable. C'était la solitude qui dévorait tout. Le soir, quand les passagers dînaient dans la grande salle, Mathieu rampait jusqu'aux hublots et regardait. Des familles assises ensemble, des enfants de son âge qui riaient, des mères qui coupèrent la viande pour leurs fils. Il restait là, le front contre le métal froid, et se demandait ce que ça faisait d'être vu, d'être nourri, d'être aimé. Puis vint la tempête. Le 5e jour, la mer Méditerranée se déchaîna. Les archives maritimes de l'époque mentionnent plusieurs tempêtes violentes en mai 1909, avec des vagues dépassant 6 mètres. Le Saint-Laurent tanguait comme un jouet. Dans les entrailles du navire, les caisses glissaient, les tonneaux roulaient, et Mathieu se cramponnait à une corde, terrifié. C'est à ce moment-là qu'une caisse de vin se renversa, fracassant des bouteilles dans un bruit de verre brisé. Le liquide rouge se répandit partout, et Mathieu, pris de panique, essaya de nettoyer avec ses mains, sachant que quelqu'un viendrait vérifier les dégâts. Quelqu'un vint. Pierre Lavigne avait 43 ans et 20 ans de mer dans les veines. C'était un marin taciturne, connu pour boire trop de rhum et parler trop peu. Les autres marins le respectaient, mais gardèrent leur distance. On racontait qu'il avait perdu son fils dans un accident au port de Marseille des années auparavant, et que depuis, il naviguait comme un homme qui fuit quelque chose. Quand il descendit dans la cale et alluma sa lanterne, il vit le garçon recroquevillé entre les débris de verre, les mains couvertes de vin rouge qui ressemblait à du sang. Leurs regards se croisèrent. Mathieu ne bougea pas. Il attendait le cri, la dénonciation, l'ordre de monter sur le pont pour être jeté à la mer, comme il avait entendu dire que les capitaines faisaient avec les passagers clandestins. Mais Pierre ne cria pas. Il s'accroupit lentement, posa sa lanterne et dit simplement « Tu as quel âge ?»« 9 ans, murmura Mathieu, la voix cassée par des jours sans parler. « D'où tu viens ?»« Lyon, orphelinat. » Pierre hocha la tête, comme si cela expliquait tout. Il fouilla dans sa poche et sortit un morceau de pain et du fromage, enveloppé dans un tissu. Il le tendit au garçon, sans un mot. Mathieu le prit avec des mains tremblantes et mangea si vite qu'il faillit s'étouffer. Le marin le regarda manger en silence. Puis il dit quelque chose que Mathieu n'oublierait jamais. Personne n'a besoin de n'être important pour mériter une place dans ce monde. C'était la première fois que quelqu'un lui parlait comme à un être humain. La première fois qu'on ne le traitait pas comme un problème à résoudre ou un fardeau à supporter. Pierre ne posa pas d'autres questions. Il ne fit pas de promesses. Il dit simplement « Reste ici, je t'apporterai à manger ». Pendant les 8 jours suivants, jusqu'à l'arrivée à Oran, Pierre descendit chaque nuit avec de la nourriture et de l'eau. Il ne parlait presque pas. Parfois, il s'asseyait près du garçon et buvait son rhum en silence, regardant les ombres danser sur les caisses. Mathieu n'osait pas poser de questions.
Il se contentait d'être là, pour la première fois de sa vie, près de quelqu'un qui ne semblait pas vouloir qu'il disparaisse. Une nuit, Pierre arriva avec une couverture. « C'est froid ici », dit-il simplement. Une autre nuit, il apporta une pomme fraîche. Mathieu la regarda comme si c'était un trésor. « Pourquoi vous m'aidez » osa finalement demander le garçon. Pierre ne répondit pas tout de suite. Il but une longue gorgée de rhum, puis dit d'une voix rauque « Parce que j'ai laissé mourir mon fils en regardant ailleurs, je ne referai pas cette erreur. » Mathieu ne comprit pas tout, mais il comprit l'essentiel. Cet homme portait une douleur aussi grande que la sienne. Et peut-être que sauver un enfant abandonné était sa façon de demander pardon à celui qui l'avait perdu. Le 10e jour, le Saint-Laurent entra dans le port d'Oran. La côte algérienne brillait sous le soleil de juin. Les passagers se pressaient sur le pont, excités, montrant du doigt la terre promise. Des centaines de colons français débarquaient chaque semaine dans ces ports nord-africains, cherchant fortune dans l'agriculture, le commerce ou l'administration coloniale. Pierre descendit une dernière fois dans la cale. « Écoute-moi bien, » dit-il. « Quand on débarquera, tu restes caché jusqu'à ce que tout le monde soit parti. Ensuite, tu sors et tu te diriges vers l'entrepôt principal du port. Demande un certain Saïd. Dis-lui que Pierre t'envoie. Il te donnera du travail. Tu es assez petit pour te glisser dans les espaces étroits des entrepôts. Ça vaut quelque chose ici. Et vous ? Demanda Mathieu, la gorge serrée. Moi, je repars demain. La mer, c'est tout ce qui me reste. Est-ce que je vous reverrai ? Pierre ne répondit pas. Il posa sa main calleuse sur la tête du garçon, un geste maladroit, presque douloureux. Puis il se leva et partit sans se retourner. Ce fut la dernière fois que Mathieu le vit, du moins pendant 31 ans. Oran, en 1909, était une ville divisée. D'un côté, les quartiers européens avec leurs cafés élégants et leurs boulevards ombragés. De l'autre, les quartiers arabes, où s'entassaient les ouvriers qui construisaient la prospérité coloniale. Et entre les deux, le port, où toutes les langues et toutes les misères se mélangeaient. Mathieu trouva Saïd, un contremaître algérien qui supervisait les entrepôts de marchandises. L'homme le regarda de haut en bas, sceptique devant ce gamin maigre aux vêtements déchirés. « Pierre m'a parlé de toi, » dit-il finalement dans un français teinté d'accent. « Tu peux dormir dans le hangar numéro 3. En échange, tu déplaces les caisses, tu nettoies, tu fais ce qu'on te dit. Pas de salaire les 3 premiers mois. Ensuite, on verra. » Mathieu accepta sans discuter. Il n'avait nulle part où aller. Les premiers mois furent brutaux. Il travaillait 12 heures par jour, soulevant des charges trop lourdes pour ses bras d'enfant. Ses mains se couvraient d'ampoules qui éclataient et saignaient. La nuit, il s'effondrait sur un matelas de toile dans le hangar, trop épuisé pour même rêver. Les autres ouvriers, des Arabes et des Kabyles pour la plupart, le traitaient avec une indifférence qui ressemblait presque à de la gentillesse. Il ne posait pas de questions. Dans les ports, tout le monde fuyait quelque chose. Mais Mathieu apprenait. Il apprenait vite. À 10 ans, il parlait déjà quelques mots d'arabe. À 11 ans, il comprenait les conversations. À 12 ans, il négociait les prix avec les marchands berbères qui venaient de vendre leurs dattes et leurs tapis. Sa petite taille était un avantage. Il se glissait dans les espaces étroits des cales, récupérait les marchandises tombées, inspectait les coins que les adultes ne pouvaient atteindre. Saïd commença à le payer. Quelques sous par semaine, puis un peu plus. Mathieu économisait chaque pièce dans une boîte en fer blanc cachée sous son matelas. Il ne savait pas pourquoi il économisait. Peut-être pour acheter un jour un billet de retour vers la France. Peut-être simplement parce que posséder quelque chose, même quelques pièces, le rendait moins invisible. En 1913, une femme changea sa vie. Elle s'appelait Madame Jeanne Fournier, une Française de 45 ans qui avait suivi son mari fonctionnaire à Oran. Veuve depuis 2 ans, elle donnait des cours de lecture aux enfants pauvres dans une petite salle près du port. Un jour, elle vit Mathieu traîner des caisses et lui demanda s'il savait lire. « Non, madame, tu veux apprendre. » Mathieu hésita. Puis, pour la première fois depuis des années, il dit oui à quelque chose qui n'était pas une question de survie. Madame Fournier était exigeante.
Elle le frappait sur les doigts avec une règle quand il faisait des fautes. Elle soupirait d'exaspération devant ses progrès lents. Parfois, Mathieu voyait dans ses yeux une frustration amère, comme si elle en voulait à la vie de l'avoir coincé ici, à enseigner à des orphelins et des fils d'ouvriers, alors qu'elle avait rêvé d'être professeure dans un lycée parisien. Mais elle ne l'abandonna jamais. 3 soirs par semaine, pendant 4 ans, elle lui apprit à lire, à écrire, à compter. Elle lui donna un vieux livre tout abîmé, Les Misérables de Victor Hugo. Mathieu le lut 47 fois. Il se reconnaissait dans Gavroche, le gamin des rues qui survit dans les marges du monde. En 1918, la guerre mondiale se termina en Europe, mais à Oran, la vie continua comme avant. Mathieu avait maintenant 18 ans. Il était devenu un jeune homme mince mais robuste, au visage bruni par le soleil, aux mains calleuses de travailleur. Il parlait couramment l'arabe et le français. Il lisait les journaux que les marins laissaient au port. Il observait le monde avec des yeux qui avaient appris à voir ce que les autres ne remarquaient pas. Mais quelque chose en lui restait brisé. Chaque fois qu'il voyait une famille débarquer du bateau, avec des enfants qui couraient vers leurs parents, quelque chose se tordait dans sa poitrine. Il enviait ces gens avec une violence qui lui faisait honte. Il voulait appartenir à quelque chose. Avoir un nom complet, pas juste Mathieu. Avoir une maison, pas juste un hangar. Avoir quelqu'un qui l'attendrait s'il ne rentrait pas un soir. En 1920, il fut promu superviseur adjoint des entrepôts. Les registres du port d'Oran de l'époque mentionnent son nom, ce qui était rare pour quelqu'un sans papiers officiels. Saïd, désormais âgé, lui faisait confiance pour gérer les arrivages. Mathieu gagnait assez pour louer une petite chambre dans le quartier arabe. Il achetait ses propres vêtements. Il mangeait à sa faim. Mais le soir, dans sa chambre, il restait assis près de la fenêtre et regardait le port. Les navires arrivaient et repartaient. Les gens embarquaient avec leurs espoirs. Et lui restait là, coincé entre 2 mondes, n'appartenant à aucun. Il pensait souvent à Pierre Lavigne, se demandait s'il était encore vivant, s'il naviguait toujours, s'il se souvenait du garçon qui l'avait sauvé. Il pensait à Marseille, au port où il s'était caché. Il pensait à la photographie qu'un inconnu avait prise ce jour-là, sans savoir qu'elle capturait un fantôme. Madame Fournier mourut en 1925. Mathieu assista à son enterrement, seul dans le fond du cimetière français. Elle n'avait jamais été tendre avec lui, mais elle lui avait donné quelque chose que personne d'autre ne lui avait offert, la possibilité de comprendre le monde à travers les mots. Les années passèrent. 1930, 1935, 1938. Mathieu vieillissait dans l'ombre. Il avait maintenant presque 40 ans. Il était devenu superviseur principal. Il connaissait chaque recoin du port. Les marins le respectaient. Les marchands lui faisaient confiance. Mais personne ne savait vraiment qui il était. D'où il venait. Pourquoi il était seul. Et puis en 1940, la guerre éclata de nouveau en Europe. Et tout changea. Juin 1940. La France tomba en quelques semaines. Paris fut occupé. Des milliers de Français fuyaient vers le sud, vers les ports méditerranéens, espérant trouver des bateaux pour l'Afrique du Nord. Oran devint un refuge chaotique pour les exilés, les soldats défaits, les familles déracinées. Le port explosait d'activité. Des navires arrivaient surchargés, transportant des gens qui avaient tout perdu. Mathieu travaillait 20 heures par jour, organisant les débarquements, trouvant de la nourriture, négociant des places dans les entrepôts. Il voyait des mères serrer leurs enfants affamés, des vieillards perdus, des soldats aux yeux vides. Et quelque chose en lui se réveilla. Pour la première fois depuis des décennies, Mathieu ne se contentait pas de survivre. Il agissait. Il utilisait sa connaissance du port pour trouver des logements temporaires. Il négociait avec les marchands arabes pour obtenir de la nourriture à prix réduit. Il falsifiait des documents d'embarquement pour permettre à des familles de repartir vers des ports plus sûrs. Chaque personne qu'il aidait était une dette remboursée à Pierre Lavigne, l'homme qu'il avait sauvé 31 ans auparavant. Un après-midi de novembre 1940, Mathieu examinait une liste d'embarquement pour un navire partant vers Marseille. Son regard se figea sur un nom. Pierre Lavigne, 67 ans,
malade, sans famille accompagnante. Ses mains se mirent à trembler. Il relut le nom. Encore et encore. C'était impossible. Pourtant, c'était écrit là, en lettres noires, sur papier jauni. Il abandonna tout et courut vers les quais. Des centaines de réfugiés attendaient, entassés avec leurs valises dérisoires. Mathieu les bousculait, cherchait, scrutait chaque visage. Puis il le vit. Assis sur une caisse en bois, près de l'eau, un vieil homme regardait la mer. Il était terriblement maigre, le visage creusé par la maladie et les années. Ses vêtements de marin étaient sales et rapiécés. Une toux sèche secouait régulièrement son corps frêle. Mais c'était lui. Mathieu en était certain. Il s'approcha lentement, le cœur battant si fort qu'il avait du mal à respirer. Monsieur Lavigne. Le vieil homme leva les yeux, confus. Oui. Mathieu s'agenouilla devant lui comme un fils devant son père. Je suis Mathieu. Le garçon du Saint-Laurent. En 1909. Vous m'avez sauvé. Pierre le regarda longuement, les yeux plissés. Puis, lentement, quelque chose changea dans son expression. Une lueur de reconnaissance, puis d'incrédulité, puis d'émotion pure. Le petit fantôme, murmura-t-il d'une voix cassée. Tu as survécu. Grâce à vous. Les larmes coulaient sur les joues du vieil homme. Il tendit une main tremblante et toucha le visage de Mathieu, comme pour vérifier qu'il était réel. Tu as appris à être vu, dit-il. Mathieu ne put retenir ses propres larmes. Il saisit la main de Pierre et la serra fort. Venez. Je vais vous trouver une meilleure place sur le bateau. De la nourriture, des médicaments. Il utilisa toute son influence pour faire embarquer Pierre dans une cabine décente, loin de la foule entassée dans les cales. Il apporta du bouillon chaud, du pain frais, une couverture propre. Pendant 3 jours, jusqu'au départ du navire, il resta près du vieil homme, inversant les rôles de leur première rencontre. Le deuxième soir, Pierre parla enfin de son fils. Il s'appelait Thomas. Il avait 6 ans quand il est mort, écrasé par une caisse qui est tombée au port de Marseille. J'étais là. J'ai regardé ailleurs une seconde. Une seule seconde. Et il était parti. Il toussa violemment puis continua. Après ça, je n'ai plus supporté la terre. Je suis resté en mer pendant 20 ans. Mais la mer ne pardonne pas non plus. Elle m'a usé. Et maintenant je rentre mourir dans un pays qui n'existe plus. Vous ne mourrez pas, mentit Mathieu doucement. Pierre sourit tristement. Je ne t'ai pas sauvé par bonté, tu sais. Je t'ai sauvé parce que j'avais peur d'oublier comment aimer. Peur de devenir un homme vide. Alors on s'est sauvés mutuellement, dit Mathieu. Le 3e soir, le navire devait partir à l'aube. Mathieu resta toute la nuit près de Pierre. Le vieil homme dormait par intermittence, réveillé par la toux. Vers 3 heures du matin, il ouvrit les yeux et regarda Mathieu avec une clarté soudaine. « Tu as fait quelque chose de ta vie, dit-il. J'ai essayé, j'aide les gens, comme vous m'avez aidé. Alors je peux partir tranquille. Ne dites pas ça. » Pierre saisit la main de Mathieu avec une force surprenante. « Écoute-moi. Tu crois que tu étais invisible parce que personne ne te voyait. Mais moi, je t'ai vu. Et maintenant, tu vois les autres. C'est ça être humain. Voir et être vu. Tu comprends ?» Mathieu hocha la tête, incapable de parler. « Merci, mon garçon. Pour être venu. Pour avoir existé. » Ce furent ses derniers mots. Pierre Lavigne ferma les yeux et ne les rouvrit plus. Sa main resta chaude dans celle de Mathieu pendant encore quelques minutes, puis devint froide. Mathieu ne pleura pas. Il resta simplement assis là, tenant la main de l'homme qui lui avait appris qu'il méritait une place dans ce monde, tandis que le soleil se levait sur le port d'Oran. On enterra Pierre dans le cimetière marin de la ville. Mathieu fut le seul à assister à la cérémonie. Il fit graver sur la pierre tombale « Pierre Lavigne, 1873-1940, marin ». Il a vu ce que les autres ne voyaient pas. Après cet enterrement, quelque chose changea en Mathieu. Il ne travaillait plus seulement pour survivre. Il travaillait pour honorer la mémoire de Pierre. Chaque famille qu'il aidait à embarquer, chaque réfugié qu'il sauvait de la bureaucratie cruelle, chaque enfant perdu qu'il nourrissait, c'était Pierre qu'il sauvait encore et encore.
Entre 1940 et 1945, Mathieu Arnaud organisa l'évacuation de plus de 800 personnes vers des ports plus sûrs. Des témoignages d'après-guerre, recueillis en 1947, mentionnent un homme qui connaissait chaque recoin du port d'Oran et aidait sans jamais demander de reconnaissance. Mais personne ne connaissait son histoire. Personne ne savait qu'il avait été, lui aussi, un réfugié, un enfant caché, un fantôme. Printemps 1965. Mathieu avait 65 ans. Ses cheveux étaient blancs, son dos courbé par des décennies de travail. Il avait pris sa retraite du port l'année précédente et vivait dans une petite maison blanchie à la chaux, près de la mer, à quelques kilomètres d'Oran. Ses voisins, une famille algérienne dont il avait sauvé le père pendant la guerre, prenaient soin de lui avec une tendresse discrète. Mais quelque chose le hantait, un besoin grandissant de boucler la boucle, de retourner au point de départ. 56 ans s'étaient écoulés depuis sa fuite. Il n'avait jamais revu Lyon, n'avait jamais cherché à savoir ce qu'était devenu l'orphelinat, avait vécu comme un homme sans racines, flottant entre les mondes. En avril, il décida de rentrer. Une dernière fois. Il acheta un billet de bateau pour Marseille, puis un train pour Lyon. Quand le navire quitta le port d'Oran, il resta sur le pont, regardant la côte africaine disparaître lentement. Cette terre l'avait accueilli enfant affamé, et le renvoyait vieil homme en paix. Il avait passé toute sa vie à être invisible, et pourtant il avait laissé des traces. Des centaines de personnes vivaient aujourd'hui parce qu'il avait été là, dans l'ombre, les guidant vers la sécurité. Lyon en 1965 était une ville transformée. Les vieux quartiers avaient été reconstruits. Les rues qu'il avait parcourues enfant étaient méconnaissables. Il marcha pendant des heures, cherchant l'orphelinat de ses souvenirs. Il demanda aux passants. Personne ne savait de quoi il parlait. Les bâtiments avaient été démolis ou réaffectés. Le temps avait effacé les traces de son enfance. Finalement, un vieil homme lui indiqua un bâtiment abandonné près de la gare. « C'était peut-être ça, » dit-il. « Mais c'est fermé depuis 20 ans. » Mathieu s'y rendit sous la pluie fine d'avril. Le bâtiment était effectivement délabré, les fenêtres brisées, les murs couverts de graffitis. Il poussa la porte qui céda facilement. L'intérieur sentait le moisi et l'oubli. Il marcha lentement dans les couloirs sombres. Ses pas résonnaient sur le plancher pourri. Il essayait de se souvenir. Cette pièce était peut-être le réfectoire. Ce couloir menait peut-être au dortoir. Mais tout était flou, déformé par les décennies et l'abandon. Dans une salle au fond, il trouva des caisses en carton empilées dans un coin. Des vieux documents, des registres moisis, des papiers jaunis. Il fouilla machinalement, sans vraiment savoir ce qu'il cherchait. Peut-être son propre nom dans un registre. Peut-être une preuve qu'il avait existé ici, avant de devenir un fantôme. Et puis il la trouva. C'était une photographie encadrée, le verre fissuré, posé contre le mur derrière une caisse. Il la sortit doucement, essuya la poussière avec sa manche. Son cœur s'arrêta. C'était le port de Marseille. Le quai, le navire Saint-Laurent. Des familles entières embarquant, souriant à l'objectif. 1909 était écrit au dos du cadre, d'une écriture fanée. Mathieu approcha la photo de ses yeux, les mains tremblantes. Il examina chaque détail. Les valises, les chapeaux, les visages pleins d'espoir. Et là, dans le coin inférieur gauche, presque invisible entre les caisses empilées sur le quai, une ombre minuscule, une silhouette d'enfant. Il toucha le verre avec son doigt, traçant le contour de cette ombre. C'était lui. Le photographe l'avait capturé sans le savoir. Il était là, sur cette image, preuve qu'il avait existé même quand personne ne le voyait. Une analyse technique de la photographie, réalisée plus tard, confirmerait la présence d'une silhouette enfantine entre les caisses, correspondant à la taille d'un garçon de 9 ans. Mathieu serra la photo contre sa poitrine et, pour la première fois depuis l'enterrement de Pierre, il pleura. Des larmes silencieuses qui coulaient sur son visage ridé. Il n'était pas triste. Il était soulagé, apaisé, complet. « J'étais là », murmura-t-il. «
j'ai toujours été là. Il resta assis dans cette salle abandonnée pendant 1 heure, tenant la photographie, laissant les souvenirs le submerger. Le pain durci, le navire qui tanguait, le regard de Pierre, le port d'Oran, Madame Fournier et ses leçons, les familles qu'il avait sauvées, la main de Pierre devenant froide dans la sienne. Tout avait un sens maintenant. Il n'avait pas été invisible, il avait été là, il avait compté. Mathieu retourna à Oran avec la photographie. Il la fit encadrer proprement et l'accrocha au mur de sa petite maison. Chaque matin, en se réveillant, il la regardait. Et chaque matin, il souriait. Le 12 mai 1965, Mathieu Arnaud mourut paisiblement dans son sommeil. Son voisin, Ahmed Ben Ali, l'homme dont il avait sauvé la famille en 1942, le trouva le lendemain matin. Il organisa l'enterrement selon les rites catholiques, comme Mathieu l'avait demandé. Sur la tombe, Ahmed fit graver l'inscription que Mathieu avait écrite sur un bout de papier. À celui qu'on n'a pas vu, mais qui a vu tout. Dans la maison, Ahmed trouva une enveloppe cachetée avec des instructions simples. Cette photographie appartient à ma famille, pas à celle du sang mais à celle du cœur. Ahmed comprit. Il garda la photo chez lui, l'accrocha dans son salon. Quand ses enfants demandaient qui était ce vieil homme qui leur apportait des bonbons quand ils étaient petits, il racontait l'histoire du garçon invisible qui était devenu leur ange gardien. Les années passèrent. La photo resta dans la famille Ben Ali. Quand Ahmed mourut en 1989, elle passa à son fils aîné, Karim, qui avait été sauvé bébé grâce à Mathieu, puis à sa petite fille, Leïla, qui devint historienne. En 2010, Leïla écrivit un article académique sur les réfugiés de la Seconde Guerre mondiale en Afrique du Nord. Elle y inclut l'histoire de Mathieu Arnaud, l'orphelin devenu sauveur, l'invisible devenu lumière. La photographie de 1909 illustrait l'article, avec une légende simple. Même ceux qu'on ne voit pas laissent des traces. Aujourd'hui, la photo se trouve toujours dans le salon de Leïla Ben Ali, à Alger. Elle ne l'a jamais donnée à un musée. C'est une histoire de famille, dit-elle à ceux qui demandent. Une histoire sur un homme qui a prouvé que pour exister, il suffit d'avoir été vu par une seule personne avec amour. Et quelque part, dans un cimetière près d'Oran, une tombe simple porte une inscription qui résume une vie entière, à celui qu'on n'a pas vu, mais qui a vu tout. Car c'est peut-être cela, la vraie leçon de Mathieu Arnaud. On ne mesure pas une vie au nombre de personnes qui nous voient, mais au nombre de personnes que nous voyons vraiment. Chaque regard bienveillant posé sur un invisible est un acte de résistance contre l'indifférence. Chaque main tendue dans l'ombre change le monde, même si personne ne le photographie. Mathieu était entré dans ce monde comme un fantôme. Il en était sorti comme une lumière. Et cette photographie de 1909, où personne n'avait remarqué le petit garçon caché entre les caisses, était devenue la preuve qu'aucune vie n'est insignifiante, qu'aucun enfant n'est invisible, que tout le monde mérite d'être vu. Cette histoire fictionnelle nous rappelle qu'il suffit parfois d'un seul regard pour transformer une vie. Mathieu n'avait rien, ni nom, ni foyer, ni avenir. Mais un homme l'a vu, et ce simple geste a tout changé. Dans un monde où tant de visages passent sans se croiser vraiment, peut-être que le vrai courage consiste à voir ceux que personne ne regarde. Car reconnaître l'humanité d'un autre, c'est lui rendre sa place dans le monde. Et vous, avez-vous déjà croisé quelqu'un d'invisible aux yeux des autres? Avez-vous déjà tendu la main à une personne oubliée? Ou, au contraire, avez-vous un jour ressenti ce vide de ne pas être vu? Écrivez dans les commentaires le mot « lumière » pour que nous sachions que vous êtes restés jusqu'à la fin. Dites-nous aussi de quelle ville vous nous regardez. Et si vous le souhaitez, partagez une histoire de vos grands-parents ou d'un ancêtre qui vous a marqué. Qui sait, elle pourrait inspirer une prochaine histoire sur cette chaîne. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines histoires. Laissez un j'aime si celle-ci vous a touché. Et activez la cloche pour ne jamais manquer les récits qui redonnent foi en l'humanité. Partagez cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de se souvenir que chaque vie compte